Ce crash de voiture a été tourné pour Balles perdues 2. C'était comment la cascade de l'eau? Ça fait mal. Ça. Mytho, c'est des mannequins. Si vous n'avez pas vu le film, sachez qu'on en est environ à la fin, à ce moment. Mais à la base, ça devait pas se terminer comme ça. J'ai pu mettre la main sur cette vidéo en 3D qui n'a jamais été diffusée et qui montre ce que le réalisateur avait en tête à la base. Une énorme séquence de poursuite avec un bus accordéon. Alors, comment ça se fait qu'on passe d'une scène aussi impressionnante quand on prépare le film, avec plein de véhicules et des cascades de fous, à finalement une petite voiture toute seule qui se prend un platane au bord de la route? Et on va voir qu'à cause de cette histoire, le film a failli ne jamais exister. Déjà, faut que je vous explique qu'est-ce que c'est que ces images-là. On appelle ça une prévise. En gros, c'est un storyboard animé. On fait une ébauche très grossière d'une scène avant qu'on la tourne, pour que tout le monde se mette d'accord sur à quoi ça doit ressembler. De nos jours, cette ébauche est souvent faite en 3D, mais il y a des exceptions. Par exemple, le réalisateur de Shazam aime bien partager sa vision avec des petites figurines. Et il y a un petit peu plus longtemps, dans les années 80, la bataille finale du Retour du Jedi a été prévisualisée avec des bouts de carton collés sur des baguettes. Mais les prévises en 3D, c'est pas si récent non plus. Par exemple, cette cascade mythique qui a été réalisée en 1974 dans un James Bond a été prévisualisée en 3D quelques années avant, en 71. Concernant la prévise de cette scène de Balles perdues 2, le mieux placé pour en parler, c'est Guillaume Pierret, le réalisateur. J'ai pu l'interviewer en live sur ma chaîne Twitch pour qu'il m'explique ce qui s'est passé. En l'état, aujourd'hui, Balles perdues 2 se termine avec une toute petite poursuite en voiture dans un scénic où Lino est attaché à l'arrière du scénic, là, et puis il y a le méchant Marco qui conduit, et Lino parvient à lui écraser la tête sur le volant, et le scénic va s'éclater dans un arbre. Dans le scénario original, à la base, cette scène dont parle Guillaume, elle n'existe pas. À la place, il y a la fameuse grosse poursuite avec le bus. Tout ça parce que moi, ce que je voulais, c'était une scène dont je rêvais depuis très longtemps. C'était d'avoir un bus accordéon qui se replie sur lui-même. Et ça me faisait extrêmement rire parce qu'on aurait eu Marco au volant et Lino dans la partie arrière. Et une fois que les deux parties auraient été collées, Lino allait passer son bras par une des vitres arrière, tirer Marco du volant, l'arracher, et le bus allait se retrouver sans conducteur. Donc c'était vraiment une énorme scène, c'était n'importe quoi. Cette scène, Guillaume l'a en tête depuis des années. Ça fait un moment qu'il rêve de la faire. La prochaine étape, c'est d'en parler à son producteur. Bienvenue dans la super production Inoxifilm. Alors... Donc ça c'est Rémi, donc c'est le producteur des Balles perdues, c'est mon pote d'enfance et tout, donc lui quand j'ai l'idée du bus, je l'appelle tout de suite, on va faire la scène du bus, et il voit exactement à quelle scène je fais référence, ça fait longtemps que j'en parle. Guillaume explique la scène à Rémi, et comme Rémi a lui aussi 14 ans d'âge mental, il adore l'idée évidemment. Donc Rémi achète un bus accordéon en jouet, il le taillade au couteau, et il tourne une vidéo avec son smartphone pour expliquer la chorégraphie de la scène. Il y aura un obstacle, ce ne sont pas du café évidemment, au niveau de l'arrière droit. Et il envoie ça à une entreprise qui s'appelle les Androids Associés. C'est une boîte spécialisée dans les prévises. Ils font que ça. Donc grâce à la vidéo de référence de Rémi, ils arrivent à produire en quelques jours ces images 3D. Et ces images, elles vont servir à montrer la vision du réalisateur et du producteur aux gens qui les entourent, notamment ceux qui achètent le projet. Cette prévise a convaincu Netflix, du coup, qui finance le film. Ils sont chauds bouillants, évidemment, tout le monde est chaud bouillant. Donc ça commence à devenir concret, mais je vous rappelle qu'on n'en est encore qu'au tout début du projet. À ce stade, Guillaume est toujours en train d'écrire le film. Officiellement, rien n'a été lancé. Netflix a donné un accord de principe pour acheter Balles perdues 2 à l'oral, mais pour l'instant, officiellement, il n'y a rien qui est signé. Donc la production va aller chercher un bus accordéon, il faut acheter le bus. Parce que ce bus accordéon, on en a besoin avant pour que justement les responsables des effets de plateau puissent regarder comment c'est foutu et comment on va réussir à faire tout ce qui est prévu. Il faut qu'on sache où est le moteur, comment ça marche à l'arrière, etc. Ce que dit Guillaume, ça peut donner l'impression qu'on met la charrue avant les bœufs. On est déjà en train d'acheter des véhicules alors qu'on ne sait même pas si le film va être tourné, on n'a pas encore négocié le budget, et ça vous allez voir que ça a son importance. Et le scénario est même pas écrit, mais on est obligé de prendre des risques, de prendre de l'avance sur certaines étapes, car le timing est très serré. Netflix a besoin du film très rapidement, car ils ont des résultats financiers à atteindre, et car il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Le premier film de la trilogie a eu beaucoup de succès. Il faut capitaliser dessus et ne pas attendre qu'il tombe dans l'oubli. Et ça, c'est universel. Par exemple, le tournage du tout premier Die Hard a été lancé alors qu'ils ne savaient pas du tout comment le film se terminerait.
Le fait que les méchants essaient de s'enfuir de l'immeuble à la fin, dans une ambulance cachée dans leur camion, ça a été écrit au cours du tournage. Et ça se devine dans le film terminé, car au tout début, quand les braqueurs arrivent, on voit que l'ambulance n'est pas encore là. Bref, la préparation de Balles perdues 2 suit son cours, on peaufine le scénario, on fait des storyboards et des images concept sur un peu tout le film, on estime le coût de chaque scène, et puis le budget final du film tombe. Et là, ça coince un tout petit peu. La somme sur laquelle on avait tablé au départ n'a pas été celle qu'on allait avoir au final. Voilà, pas de beaucoup, mais de suffisamment beaucoup pour que je ne puisse pas faire toutes les scènes d'action du film. Et c'est pas du tout un truc spécifique à ce film ni à Netflix. On n'a jamais assez d'argent pour totalement faire ce qu'on veut. Par exemple, dans le making-of d'un des derniers Star Wars, on voit le réalisateur qui doit sacrifier certaines scènes car lui-même a des contraintes budgétaires. Sur un Star Wars. We had to fit our budget and our plan into a box. And the box was big, but it was a box. So it had limits. Si ça arrive sur un Star Wars, ça arrive sur tous les films. Guillaume n'a pas le droit de me donner le budget du film. Par contre, il a pu me donner un ordre de grandeur en faisant cette comparaison. J'aime bien dire que le budget des 3 balles perdues additionnées, c'est l'équivalent de la moitié du budget du premier Fast and Furious, compte tenu de l'inflation bien sûr. Et l'endroit où Guillaume va devoir économiser de l'argent pour quand même faire le film, il ne fait aucun doute selon lui. Et il se trouve que la scène du bus était la scène la plus chère du film, 14 jours de tournage, ce qui est colossal, hein, ça aurait représenté, je pense, un quart, un tiers de la durée de tournage. Et ce qui a vraiment enterré la scène, au final, c'est surtout qu'en fait, elle sert pas à grand chose. À l'échelle de la narration, elle était gratuite, c'est-à-dire qu'on pouvait s'en passer. Voilà, il n'y avait pas besoin, après tout ce qu'il y avait eu avant dans le film, c'était pour se faire kiffer en fait. Moi, immédiatement, je sais que c'est cette scène que je vais enlever. Mais le problème, c'est que Rémi et Guillaume, ils avaient promis cette scène à la base. C'était un gros argument de vente du film. Et quand je vais voir Netflix et que je leur dis, bah moi, la scène du bus, du coup, je l'enlève parce qu'on n'a pas le budget escompté, là, ça a commencé à poser problème. Parce que pour eux, c'était vraiment la scène d'action majeure du film qu'il fallait qu'on voit et qu'on pouvait pas enlever. Donc en fait, à ce moment-là, le film peut se retrouver en danger. S'il n'y a pas la scène du bus, ben peut-être on fait pas le film en fait. Pour bien comprendre la position de Netflix, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est autour de 2020 et à ce moment, un bus, accordéon de surcroît, c'est assez nouveau. Shang-Chi n'est pas encore sorti avec sa baston dans son bus là. Et pareil pour Nobody, qui s'est fait pas mal remarquer pour sa première baston dans un... Vous aurez compris. Et en fait, j'ai vite compris que ce qu'ils voulaient surtout voir, c'était un bus accordéon dans le film. Et donc, du coup, je me suis dit, on a le bus accordéon, donc moi, je vais le mettre dans la poursuite du milieu et on va l'éclater pendant la poursuite. Et à partir de là, c'est super. Donc voilà, la solution pour que tout le monde soit content, c'est de toujours éclater le bus, mais de le faire de manière plus simple, avec un budget maîtrisé, à un autre moment du film. L'idée, c'est que le bus frôle la voiture du héros et aille finir dans des voitures garées sur le côté. On veut avoir l'acteur, Alban Lenoir, à l'avant-plan, et le bus qui se crache derrière lui. Pour faire ça, on peut pas le laisser conduire, car c'est beaucoup trop dangereux. Donc on le met sur ce qu'on appelle la GoMobile, qu'on a déjà vu dans une des premières vidéos de la chaîne. Il est juste dans une moitié de voiture, et c'est un cascadeur qui conduit. Et puis on a un joli groupe de cadreurs et d'assistants caméra à l'arrière du véhicule pour filmer. Rien que ça, au niveau timing et sécurité, ça c'était chaud. Ce bus-là, s'il passe 1 centimètre trop près, il percute Alban et il percute la GoMobile, enfin tout le monde meurt quoi, sur le coup. Voilà. Après le crash du bus, histoire de faire durer le plaisir, et puis de bien montrer que le héros a semé ses poursuivants, on envoie des voitures de police dans la carcasse. En 2 vagues. C'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne et c'est très classique. On décompose. On filme pas toutes ces percussions d'un coup, c'est trop compliqué et trop dangereux. Donc là, on a 3 setups différents qui ont pris toute l'après-midi à tourner et au montage final, on assemble tout ça en un seul carambolage qui dure seulement quelques secondes. Et une fois sur le tournage, j'ai pu voir que, effectivement, il y avait un truc qui se passait avec ce bus. C'est pas que Netflix qui avait fait une fixette dessus. Au moment du crash, il y a une grande partie de l'équipe, qui est censée rester au camp de base, qui est venue assister à la cascade. Parce que des bagnoles pétées, les gens, ils en ont vu plein,
Mais un bus, ça, c'était nouveau. Il y avait une sorte de curiosité générale à voir ce bus se faire défoncer. Entre parenthèses, si ce que je vous raconte vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à booster la vidéo sur mobile. C'est ultra important pour moi. À terme, c'est ce qui va m'aider à continuer à faire ces vidéos et à aller de plus en plus loin avec plus d'interviews, de rencontres et d'échanges avec des professionnels de la cascade et des effets spéciaux. Bon, on a résolu notre problème du bus, mais maintenant, pour la fin du film, on fait quoi ? Il nous faut une scène pour remplacer celle qu'on vient de supprimer. Que je viens d'économiser du coup 14 jours de tournage et 1 million d'euros. Donc on peut se permettre une nouvelle petite scène d'action qui va se passer dans une voiture de police du coup. Pour cette scène, ils utilisent encore la GoMobile, comme ça les acteurs peuvent se foutre sur la gueule en toute sécurité. Et pour que Sébastien Lalanne puisse s'encastrer le nez dans le volant sans se faire mal, on coupe le volant et on cache le trou avec de la mousse. Et puis, en plus de ça, on pense aussi à un autre truc, tourner le plan à l'envers. C'est très souvent utilisé pour simuler des coups violents en toute sécurité. La main de l'acteur démarre depuis sa position finale, puis elle part en arrière. Et au montage, on passe le plan dans le sens inverse. Bon, là, sur cette scène, ils évoquent l'idée rapidement, mais à aucun moment ils le prennent vraiment au sérieux en fait. Alors il faut faire la surprise. Attends, il faut faire la surprise aussi. Se faire... Vas-y. La surprise à l'envers, ouais. Donc ils ont tout simplement décidé que Seb allait vraiment s'éclater la tête sur le volant. On le refait. Plusieurs fois. Excuse-moi, ça va. Et pour tourner le crash de la voiture contre le platane, on a fait intervenir l'équipe SFX, les effets de plateau. La voiture est tractée avec un câble, tout simplement. La voiture a été préparée à l'avance, principalement en enlevant son moteur, comme on le fait toujours sur ce genre de crash. Voilà, comme on peut voir, ils ont tout modifié déjà dedans et renforcé pour que quand ça va taper, ça vienne pas jusqu'au milieu de la voiture, que ça soit crédible. Et le platane aussi a été préparé. Parce que l'arbre en fait est un arbre protégé, on va dire, donc du coup on leur a demandé de faire une genre de protection d'arbre. Pour pas trop l'abîmer quoi. Alors qu'il est là pour ça, je comprends pas quoi. Il est là pour se prendre des bagnoles. Bah ouais, c'est fait pour ça ou merde. Ouais. Ah oui, à ce moment du live, on en a eu marre de juste parler. On s'est mis à jouer à un jeu de stock car, voilà, c'est dans la thématique. Mais putain. Après le crash, il y a mon gag préféré du film. Et mine de rien, c'est pas évident à tourner. On donne un coup dans la porte, on fait des répètes, comme ça on voit jusqu'où la porte arrière va s'ouvrir, et on place le comédien en fonction. Et la moindre erreur de distance, Seb Lalanne allait se retrouver vraiment avec le nez enfoncé dans la tête, quoi. C'est juste une question de distance, mais il faut pas se foirer, et on a cru qu'on s'était foiré 2-3 fois, quoi. Vous l'avez fait plusieurs fois en plus. Tant que ça nous fait rire, on continue, donc oui. Voilà donc pour cette scène, tournée quasiment à la fin du tournage, c'est-à-dire à un moment où faire ce genre de choses, c'est devenu une routine pour tout le monde. Et là où, pour le crash du bus, il y avait plein de curieux, pour cette scène-là, tout le monde était habitué, voire même carrément blasé. Après tout ce qu'on avait vu avant dans le tournage, c'est pas fou. Et c'est cette journée-là où il y a eu des journalistes qui sont venus. Moi, je suis allé voir les journalistes en me disant, presque en m'excusant, c'est pas ouf, mais on a fait mieux avant et tout. Et eux, ils étaient genre, mais vous êtes malades, c'est ouf. Il y a une voiture qui vient d'être détruite contre un platane, c'est dingue et tout. Toute l'histoire que je viens de vous raconter sur Balle perdue 2, elle s'est reproduite sur Balle perdue 3, quasiment à l'identique. Je vous présente ce qui aurait dû être un des plus gros moments du film. Le héros roule sur un énorme pont et tire des feux d'artifice sur l'hélicoptère qui le poursuit. L'hélicoptère fait une magnifique chorégraphie tout autour du pont, il y a des explosions dans tous les sens, bref, c'est magnifique. Encore une fois, Guillaume a raconté ses idées à Rémi, qui en a fait une vidéo, et cette vidéo a été envoyée à une entreprise qui a réalisé la prévise. Cette fois, l'entreprise, elle s'appelle Beanuts, et c'est elle qui a fait tous les effets numériques de la trilogie Balle perdue. Mais cette fois, c'est pas un problème de budget qui a empêché cette scène d'exister.
Mais ça, voilà, là par exemple, cette prévise, on l'a fait, c'est pas pour nous en fait, on l'a fait pour convaincre les propriétaires du pont, pour leur montrer ce qu'on compte faire dessus. C'est pas la mairie qui décide en fait. Là, on est sur une portion d'autoroute, donc ça remonte très très haut, pour aller très très loin. Hein. Quand Guillaume dit que là, il n'a pas affaire à la mairie et que ça change beaucoup pour eux, c'est parce que les mairies, en fait, en dehors de Paris, c'est très souvent des personnes sympas avec qui négocier pour espérer tourner dans leur ville. Il y a toujours moyen de trouver un maire d'une petite ville qui est chaud pour bloquer ses rues afin qu'on y tourne une poursuite avec des bagnoles qui explosent dans tous les sens. Ça leur fait une petite aventure, c'est cool. Mais là, on parle d'un pont qui est géré par une entreprise privée, qui est un axe majeur et qui a des objectifs de rentabilité. Et donc, après des mois de discussions et d'allers-retours avec les gérants du pont, la sentence est tombée, juste au début du tournage du film. C'est non. Donc, pas de pont dans Balles perdues 3. Par contre, la scène existe quand même, mais sans le pont. Là, pour le coup, nous, on a vraiment tourné la scène. C'est juste qu'on l'a pas fait sur ce pont-là, en fait. Mais c'est pas trop de frustration parce qu'on a trouvé une route qui était sublime aussi. Et c'est pas tout. Dans cette scène, avec l'hélicoptère, il devait aussi y avoir à la base un camion transportant des voitures qui prenait très cher. Et puis, Guillaume avait aussi une autre idée pour le véhicule du héros. Lino fabriquait carrément des lames qui tournaient en sens inverse de la roue quand il roulait. Et l'idée, c'était qu'ils se rabattent sur les voitures ennemies pour leur déchiqueter les pneus, mais que du coup, ça aille trop loin et que ça déchiquette aussi tout l'habitacle. Voilà. A priori, je vais pas le garder dans le film, quoi. On a tout intérêt à mettre toutes nos ressources dans le crash de l'hélico, les feux d'artifice et tout, qui sont déjà hyper complexes à faire, plutôt que de s'éparpiller juste pour rajouter des petits trucs par-ci par-là, marrants, quoi, qui vont servir qu'une fois. Donc voilà, tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo, c'est ce que j'ai vu de plus représentatif pour expliquer comment on doit sans cesse ajuster nos envies et nos ambitions pour tenir compte des contraintes réelles quand on fait un film. C'est jamais open bar, il faut toujours se confronter à la dure réalité. La philosophie de Guillaume, c'est d'écrire sans se donner de contraintes, tout ce qui lui passe par la tête. Et puis, à mesure que la préparation du tournage avance, il élague, il retire tout ce qui est dispensable pour se concentrer sur le cœur de chaque scène. Faire un film, c'est résoudre des problèmes, c'est avancer malgré des obstacles, c'est trouver des solutions pragmatiques et accepter de faire des sacrifices, des concessions, quitte à ce que ça joue même sur la qualité du film. Un jour, je suis tombé sur une citation d'un producteur américain que je trouve très juste. Chaque film est un miracle. C'est un miracle d'arriver à faire un film, de l'écrire, d'arriver à le tourner et le monter. Et je parle même pas forcément d'un bon film, juste un film, même une grosse merde. C'est pour ça qu'en général, j'ai tendance à être très bienveillant et consensuel avec les films, et donc bravo pour y être arrivé, peu importe le résultat final. Sauf si votre film est entièrement fait en IA, bien sûr. Dans ce cas-là, vous n'avez rien créé et c'est super moche, évidemment. Je préfère 1000 fois une Marion Cotillard qui meurt un peu bizarrement dans le 3e Batman de Nolan, plutôt que ce truc-là. Je sais d'expérience que sur les vrais tournages, derrière ce genre de plan un peu foireux, il y a toujours des histoires de galères, de retard, de nombre de prises très limité. On fait au mieux, et c'est énervant de voir les gens dunker sur la tête de ce film uniquement pour ce plan, alors que tout le reste est un festival absolu, une fresque gigantesque qui enfonce même le 2e Batman, The Dark Knight. Voilà, je l'ai dit. Vous allez faire quoi ? Il y a une série de films qui, elle, ne donne pas l'impression de se limiter sur le nombre de dingueries qu'elle peut montrer à l'écran. Pour le coup, j'ai l'impression que pour eux, les contraintes budgétaires sont légèrement moins fortes qu'en France. C'est les Fast and Furious. Et je vous en parle dans cette vidéo, notamment du fait que la promo de ces films est très mensongère en toute décontraction. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil.